Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui à nouveau pour cette série d'entretiens consacrés à la politique industrielle de Georges Pompidou. Georges Pompidou qui déclarait en octobre 69 « Nous avons un objectif qui doit dominer tous les autres, faire de la France une grande nation industrielle ». Dans cette grande politique industrielle, la filière nucléaire civile française a un rôle très important. Et pour l'évoquer aujourd'hui, un témoin, Bernard Hezambert, président de l'Institut Georges Pompidou, et Félix Thorez, historien, spécialiste de la mémoire et de l'histoire des entreprises, auquel il a consacré plusieurs ouvrages, dont certains concernent le nucléaire. Alors, pour débuter cet entretien, peut-être pouvons-nous commencer par un moment important des décisions et de l'action de Georges Pompidou dans ce domaine, qui est le comité restreint de mars 1974. Alors, Bernard Hezambert, est-ce que vous avez un souvenir de ce comité? Oui, j'en ai un souvenir aigu. Alors d'abord, ça n'était pas un comité restreint. Les réunions qui se tenaient à l'Élysée, qui étaient décisionnelles, présidées par le chef de l'État, étaient des conseils restreints, ce qu'on appelait des conseils restreints. Et ces conseils, ces réunions, qui regroupaient le Premier ministre, les ministres concernés et quelques technocrates, ces réunions étaient précédées d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre, qui se tenait à Matignon, avec en général les mêmes protagonistes, si j'ose dire. Et c'est ce qui s'est passé donc en début 74, peu de temps avant la disparition de Georges Pompidou. C'est-à-dire que le fameux comité du 5 mars, en fait, c'était un conseil restreint à l'Élysée qui avait été précédé d'un comité à Matignon, présidé par Pierre Messmer. Et en tant que conseiller technique chargé de ce sujet, dans le cadre de la politique industrielle notamment, j'avais fait la navette entre l'Élysée et Matignon pour faire en sorte que les points de vue coïncident. Et ils ont coïncidé, on ne peut plus facilement, puisque le chef de l'État et le Premier ministre étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Alors c'est un comité effectivement extraordinairement important, qui a porté également sur bien d'autres sujets. Ça a été un comité fleuve, puisqu'il a traité des conséquences de la crise pétrolière qui intervenait à ce moment-là et des mesures à prendre pour y faire face au mieux. Et donc il y a d'innombrables mesures qui ont été prises à l'occasion de ce conseil restreint, dont notamment le lancement du TGV par la SNCF pour réduire la consommation d'énergie de cette grande maison. Voilà. Alors si vous voulez, on peut en profiter pour entrer dans le sujet des centrales nucléaires, pour en dire un mot. Il y avait à l'époque, je dresse la physionomie du secteur, il y avait dans le monde deux grandes filières. La filière, je commence par la nôtre, graphite gaz, à uranium naturel, et la filière américaine à eau légère, à uranium légèrement enrichi à 3%. La filière américaine commençait à se développer industriellement. Nous en étions, nous aussi, à des prototypes du graphite gaz. Et le graphite gaz était une filière complètement française, de la même façon que les filières américaines étaient totalement américaines. Elles étaient, ces filières américaines, le fait de trois champions, surtout deux d'ailleurs, General Electric, Westinghouse et accessoirement Babcock. Les deux principales filières donc étaient celles à eau pressurisée de Westinghouse et puis à eau bouillante de General Electric. Et il y avait une rivalité entre les deux. Le général de Gaulle, bien sûr, poussait la filière française, mais il était déjà évident à l'époque que la filière française avait un prix de revient et produisait un courant électrique d'un prix assez sensiblement supérieur à celui des filières des centrales américaines, de l'ordre de 20% au moins. Et donc nous avions, pour un certain nombre d'entre nous à l'époque, la quasi-certitude de ne pouvoir exporter la filière française. Tandis que les Américains, eux, exporteraient la leur. Ce qui crée quand même deux courants au sein du monde des ingénieurs, du monde des techniciens et du monde des politiques. Alors là-dessus, une anecdote personnelle. Moi, je venais d'arriver au cabinet de Georges Pompidou en septembre 67. Et
j'avais des attributions qui ne comportaient d'ailleurs pas la politique industrielle en quoi que ce soit, parce que c'est un thème qui était déjà pris par un collaborateur ancien du Premier ministre. Et donc, je ne sais plus, on m'avait donné, je crois, l'aménagement du territoire et un certain nombre d'autres choses. Mais je m'intéressais au nucléaire. J'arrivais d'une direction du ministère de l'Industrie qui traitait de l'énergie en général, et donc j'étais au courant de tous ces problèmes. Et en arrivant, en discutant avec Michel Joubert et l'économiste du cabinet, je me suis dit qu'après tout, j'avais peut-être mon mot à dire sur ce thème. Et encore une fois, avec l'intrépidité du néophyte, un peu jeune, j'ai fait une note de 3 ou 4 pages au Premier ministre en lui disant qu'il fallait de toute urgence basculer sur la filière américaine et la franciser. Alors Michel Joubert a regardé ça avec curiosité, a dit bon, je vais la transmettre au Premier ministre à tout hasard, et elle lui a été transmise, et le Premier ministre, qui avait déjà bien sûr ce schéma dans l'esprit, Georges Pompidou, a décidé d'envoyer François Artely, ministre de l'Industrie, voir le général de Gaulle pour essayer de l'infléchir un peu dans cette direction pour préparer ce grand virage vers les centrales à uranium enrichi, légèrement enrichi. Et François Artely a demandé rendez-vous au général, qu'il a eu. Il est donc rentré dans le bureau présidentiel. Le général l'a fait courtoisement asseoir, lui a donné la parole. François Artely lui a dit tous les avantages du système américain si on arrivait à le franciser et à l'utiliser totalement pour le compte des intérêts français. Le général l'a écouté. À la fin, lui a dit, l'a remercié vivement, s'est levé, l'a raccompagné à la porte, et Artely s'est donc retrouvé, François-Xavier Artely s'est donc retrouvé sans avoir eu de réaction. C'était une non-réaction qui signifiait en réalité que le général était imperturbable sur ce thème, et en fait, Georges Pompidou, qui avait envoyé François-Xavier Artely en éclaireur, n'a pas eu le début d'ouverture qu'il espérait. Parce que justement, quand Georges Pompidou arrive à l'Élysée, il y a déjà une histoire du nucléaire civil en France, qui a été marquée par ce qu'on appelait la guerre des filières, c'est-à-dire tout un clan autour notamment du CEA, proposait l'UNGG, comme vous l'avez dit, et certaines centrales, Saint-Laurent-des-Eaux, étaient sur le point d'être lancées. Et c'était la filière nationale. Rajoutons une petite nuance, elle existait également en Angleterre, donc elle n'était pas tout à fait la seule filière française, et le général et son entourage la poussaient, bien sûr. Sachant qu'à partir des années 65-66, on voit bien que les filières américaines sont plus économiques, elles sont plus massives, elles sont produites à beaucoup plus de grandes séries, et d'autre part, il y a le risque de développer une filière en vase clos, sans, comme vous dites, sans extension internationale, sans background, etc. Et donc, il y a une sorte de guerre des tranchées, il faut quand même le dire, entre l'UNGG défendu par des gens comme Schuman, jusqu'au bout pour dire c'est français, nous sommes aussi à l'époque où le gaullisme est dans son époque, je dirais, la plus anti-américaine, c'est-à-dire c'est l'époque du discours de Phnom Penh, en 67, c'est l'époque du Québec libre, et donc je crois que Guichard, à un moment donné, Olivier Guichard dit, vous me voyez demander au général de passer d'une filière française à une filière américaine. Alors Pompidou donc arrive au pouvoir, De Gaulle est encore en vie, il arrive au pouvoir à l'Élysée avec tout ce dossier sur les bras. C'est-à-dire une filière UNGG dont tout le monde pressent, les esprits lucides pressentent qu'elle ne sera pas la filière française, la filière du programme nucléaire français, et des filières américaines, donc le pressurisé, le Westinghouse et le bouillant de General Electric, qu'il va falloir faire passer à l'opinion et aux ingénieurs concernés. Donc vous pourriez un peu développer, dans les mois ou dans l'année qui suit où Georges Pompidou arrive à l'Élysée, donc il est le chef de l'État, comment il manage ce dossier et comment il opère la transition, politiquement et technologiquement, on va dire, et industriellement. Ce qui réconciliait ces deux positions fortes, celle d'un nationalisme nucléaire du général et celle d'une ouverture sur un autre système présentant des avantages sur le plan international. La solution, c'était de franciser la filière américaine, de l'utiliser, de la franciser jusqu'au bout, et à l'époque déjà plusieurs notes circulaient du CEA, notamment du Commissariat à l'énergie atomique, stipulant qu'on pourrait en 10 ans
franciser complètement la filière américaine si on l'adoptait. Et c'est un petit peu cette possibilité que Georges Pompidou avait dans l'esprit et qui le poussait à aller en faveur de cette filière américaine francisée pour satisfaire à nos besoins énergétiques. Et il avait des assurances formelles du CEA, d'EDF et d'autres structures de recherche sur la possibilité de franciser. Est-ce que le CEA n'a pas poussé une filière pressurisée française, celle qui va équiper le Redoutable, qui avait été mise le PAD de Cadarache? C'est Jacques Chevalier qui était le grand maître d'œuvre de cette filière française pressurisée, inspirée de la filière américaine. Et des gens ont voulu pousser, dire, puisqu'il faut faire du pressurisé, faisons du pressurisé français. Vous avez des lumières là-dessus? Il y avait ce projet qu'on a qualifié, et ça a été un petit peu sa condamnation, d'avoir porté ce nom, le mille-pattes. Marcel Boiteux l'a fusillé d'un mot. Voilà, on partait d'un réacteur qui devait équiper la force nucléaire sous-marine de frappe pour en faire un réacteur d'une autre dimension, bien sûr, d'une dimension industrielle. Cette fois-ci, il y avait également effectivement ce projet. En tout cas, quand Georges Pompidou devient chef de l'État, il a dans l'esprit qu'il faut faire un choix. Il y avait eu un conseil en mars 1973 qui n'avait pas tranché, qui avait été un conseil d'observation, si j'ose dire. Les thèses en présence avaient été rappelées. Et on avait ce qu'aurait souhaité Georges Pompidou, c'est qu'on fasse une expérience quelque part. Et finalement, ça a été décidé, une telle expérimentation a été décidée en donnant au système français industriel la possibilité de participer à la centrale belge de Tihange, qui était sur un système américain à l'eau légère. Et donc on a eu l'autorisation, avant le départ du général, d'avoir ce petit poste d'observation en Belgique sur la filière américaine. Mais Georges Pompidou voulait aller plus loin, et donc dès son accession à l'Élysée, en novembre 1974, il a réuni un conseil restreint, et dont il a rédigé lui-même, ce qui n'était pas le cas précédemment, le compte-rendu intégralement. Et ce conseil donc a décidé de faire une expérimentation, cette fois-ci en vraie grandeur et directement par des intérêts français. Et cette première décision de principe a donné lieu à un autre conseil restreint l'année suivante. Et puis, je disais 74, pardonnez-moi, c'était 69-70, tous ces conseils restreints, à l'arrivée de l'Élysée, de Georges Pompidou à l'Élysée. Et donc, voilà, on a commencé à entrer dans un dispositif qui permettait de lancer quelques premières centrales, la première à titre expérimental, sur cette filière américaine, parce qu'entre-temps, on avait vérifié auprès des deux principaux bailleurs de licence, Westinghouse et General Electric, qu'on pouvait effectivement obtenir cette francisation à 100% dans un délai raisonnable de leurs brevets, des brevets de ces deux groupes américains. Est-ce qu'il n'y avait pas un jeu entre acteurs industriels et énergétiques français un peu compliqué à 4 ou à 5, c'est-à-dire du côté industriel, on avait la Compagnie Générale d'Électricité dirigée par Ambroise Roux, qui venait d'absorber Alstom, et qui disait c'est moi qui vais faire les centrales, alors qu'elle n'avait aucune expérience. De l'autre, on avait quand même un groupe franco-belge, qui était le groupe Ampin-Schneider, qui contrôlait le nucléaire par Creuse-Loire et la filière Framatome, et qui avait donc la licence américaine pressurisée Westinghouse, qui n'avait pas, vous me démentirez peut-être, les faveurs des pouvoirs publics. Donc il y a eu une bataille entre ces deux. Au départ, la France avait prévu d'avoir deux filières à eau légère, pressurisée et bouillante. Et d'autre part, quand même, EDF et le CEA, qui se tiraient des bourres quand même. Et j'ai le sentiment qu'EDF jouait un jeu, je dirais, on va dire solitaire. EDF était une puissance, avec Marcel Boiteux. Et je dirais, alors que le CEA était sur une logique franco-française,
l'UNGG. Puisque l'UNGG ne marche pas, je vais vous proposer mon pressurisé, le PAT. Si le PAT n'est pas retenu, on va faire les surgénérateurs. Après les filières avec licence, c'est le moment où Phoenix est décidé. Et face, donc le CEA et face à EDF, comment Pompidou et vous-même vous arbitriez entre EDF et le CEA? Alors effectivement, il y avait cette rivalité entre ces deux bailleurs de licences et de technologie nucléaire. Il y en avait même un troisième, mais encore une fois, on peut le laisser de côté. Il n'a pas joué un grand rôle dans tout le dispositif. Il y avait surtout Westinghouse et General Electric. Et EDF, qui était quand même le grand acteur, hein, le récepteur, qui avait à gérer les centrales nucléaires, EDF penchait plutôt en faveur de Westinghouse et de la filière dite à eau pressurisée, parce que le correspondant industriel de Westinghouse en France, que vous avez cité, le groupe Schneider, et Jemont Schneider tout particulièrement, une filiale importante du groupe Schneider, ce correspondant avait aux yeux d'EDF beaucoup plus de répondants industriellement que le correspondant de General Electric du côté de la filière à eau bouillante. Cela dit, il fallait jouer le jeu d'une neutralité et EDF a lancé des appels d'offres dès 1970 puis 71 entre les deux filières, et les appels d'offres ont démontré clairement, ce qu'encore une fois EDF soupçonnait, que la filière, que le groupe Westinghouse avait choisi un meilleur champion industriellement en France que le groupe General Electric. C'était même évident. Philippe Boulin m'a raconté, qui était le président de Creusot-Loire, hein, qui était un homme du Creusot, qui venait de la SFAC. Il dit qu'il y a eu un appel d'offres enveloppe cachetée, et de mémoire, je crois que la tranche mégawatt faite par Ampin Schneider à Creusot-Loire était à 250 francs le kilowattheure. Je dis ça complètement au hasard. Hein. Alors que celle de la CGE était à 350, vous voyez. Il n'y avait absolument pas photo. Il y avait un écart de prix extraordinaire. Parce que l'un était capable d'emblée de faire de la série, alors que l'autre n'avait jamais construit quoi que ce soit. Il devait tout apprendre. Tout à fait. Alors ça a débouché, excusez-moi j'anticipe, mais alors ça a débouché sur le fait que finalement le champion de cette filière est devenu Jemont Schneider, Jemont Schneider sur le plan industriel et Westinghouse sur le plan technologique et de la licence. On a négocié avec Westinghouse cette francisation avec l'appui du CEA. Le CEA était bien sûr sur le qui-vive et jouait un rôle important dans cette francisation et nous donnait, à nous, pouvoir politique, si j'ose dire, le sentiment rassurant qu'effectivement cette francisation serait réelle et rapide, et elle l'a été. Voilà, donc progressivement, pendant le début des années 70, il y a eu quasiment 1 à 2 conseils restreints à l'Élysée sur le thème du nucléaire. Ces conseils restreints ont constaté l'intérêt de passer un contrat avec Westinghouse, ont confirmé la véracité de la possibilité de franciser complètement cette filière. Et puis, il n'y avait pas que la centrale nucléaire qui devait être sous contrôle français. Il y avait tout l'environnement, c'est-à-dire le minerai d'uranium, ensuite la fabrication à partir de l'enrichissement à 3% de ce minerai, ensuite la fabrication du combustible, ensuite la centrale, ensuite le retraitement du combustible, et on souhaitait avoir le contrôle de tous les maillons de cette chaîne pour éviter notre dépendance qui avait été celle dans le domaine du pétrole pendant toutes les années précédentes. Et qui nous avait construire posé une beaucoup de filière soucis. autonome française, contrôlée de bout en bout par la France. Voilà, on souhaitait avoir un contrôle total de la filière française pour la première fois dans l'histoire de notre industrie.
On ne l'avait pas dans le pétrole, on faisait de gros efforts pour l'avoir. On avait créé, là encore, 2 champions importants, enfin surtout un, l'autre existant déjà dans une large mesure. Mais là, cette politique pétrolière, on l'appliquait au nucléaire, mais en l'élargissant à l'ensemble de la chaîne nucléaire. Et donc il y avait en particulier un problème important qui était celui de l'enrichissement. On avait la garantie que les Américains nous approvisionneraient en uranium légèrement enrichi pour ces centrales, mais on voulait se défaire de cette dépendance. Et donc c'est vraiment Georges Pompidou lui-même qui a décidé de lancer et d'européaniser une usine d'enrichissement d'uranium qui s'est construite au Tricastin. Et il a obtenu assez rapidement l'accord d'une moitié de l'Europe, l'autre moitié de l'Europe étant sur un autre procédé technologique. Rien n'était simple dans ce grand domaine, étant sur un autre procédé technologique en matière d'enrichissement. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière sur cette volonté nucléaire de la France que Georges Pompidou va incarner? Vous parliez tout à l'heure de avant l'entretien de Pierre Mendès France, c'est-à-dire il y a la commission Péon qui est créée au milieu des années 50. Qu'est-ce qui fait que tout ce choix nucléaire qui va, entre guillemets, exploser en 1974, pourquoi ce choix nucléaire dans la durée, d'une filière à l'autre, mais quand même cette volonté nucléaire française qui vient de loin? Il vient effectivement de l'époque où Pierre Mendès France était président du Conseil. Il s'est passé beaucoup de choses à cette époque, sur le plan politique, dans différents domaines, géographiquement, géopolitiquement. Et notamment le fait que Pierre Mendès France a encouragé la création de centres de recherche, de jeunes centres de recherche. Après son départ, les choses malheureusement n'ont pas tellement progressé, mais c'est le général de Gaulle qui, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a saisi ces bases de technologie nucléaire pour lancer, grâce à la création du CEA, grâce aux encouragements d'une commission qui s'appelait la commission Péon, qui traitait des problèmes de nucléaire. Et bien, grâce à tout ça, le général a pu amplifier ce qu'avait semé Pierre Mendès France sur le plan nucléaire. Et ça a permis la création d'un centre d'enrichissement de l'uranium, mais à des fins militaires, celui-là, de Perlat, de quelques petites unités pilotes, bref, à Grenoble, à Pierrelatte, à Saclay et dans d'autres villes, il y a eu des centres de recherche sur le nucléaire que le général a appuyé, et c'est ce qui a permis d'ailleurs la francisation. On avait eu des ingénieurs nucléaristes de très grande qualité, répartis entre le CEA, les différents centres de recherche que j'ai énumérés, et puis EDF. Et c'est un peu cet ensemble, ce ferment nucléaire technique, qui a permis toute cette politique. Dans cette histoire, il faudrait citer deux noms. Félix Gaillard, puisque le premier plan nucléaire civil, c'est 52, puis il y en a un nouveau en 57. C'est lui, c'est pas le général de Gaulle qui lance le nucléaire civil, mais aussi le nucléaire militaire, avec la fameuse patte d'oie. Et un autre nom qu'il faudrait citer, c'est Guy Mollet. C'est au moment de l'expédition de Suez, comme chacun sait dans l'histoire, les Américains et les Soviétiques tiennent pour partie négligeable les Français et les Britanniques. Et Guy Mollet dit, si on avait eu la bombe atomique, ce ne sera pas passé comme ça. Et c'est lui qui donne le feu vert, enfin implicite, qui était bien sûr dans les tuyaux, que Félix Gaillard va, quand il était à Matignon, va amplifier. Et quand De Gaulle arrive aux affaires en 58, la bombe atomique est sur les rails. Il fera en sorte qu'on ait l'explosion gerboise bleue, la première. Mais je dirais, alors, une question quand même sur l'opinion publique. Chacun sait que le nucléaire aujourd'hui est extrêmement soumis à des courants de pensée hostiles, je dirais, ou favorables. À l'époque, années 60, De Gaulle, à l'époque, années 70, Georges Pompidou, puis Giscard d'Estaing, l'opinion française, elle est indifférente par rapport au nucléaire civil, elle est favorable. Comment elle voit la question de la dépendance énergétique? Enfin, les élites, on a bien vu qu'elles ont une pensée là-dessus et une rationalité et des programmes qui se mettent en route. Mais le peuple français, est-ce que c'est sa tasse de thé? Alors, d'abord, au niveau politique, il y a effectivement un certain consensus. Enfin, il n'y a pas d'attaque violente de la part notamment de François Mitterrand et de quelques autres hommes politiques
sur le nucléaire, c'est pas un lieu de dissension. Alors, s'agissant des Français, je pense que dans la mesure où on devait, et ils le voyaient, je veux dire, à l'occasion de la construction de toute cette filière, de cette filière, et notamment de l'usine d'enrichissement spectaculaire, dans la mesure où ils constataient qu'effectivement ce vœu de francisation se réalisait, les Français étaient plutôt sympathisants, je veux dire, l'amour-propre national étant conjugué par ce qui se passait réellement, c'est-à-dire qu'au-delà des grands propos, des grandes décisions théoriques sur la francisation, on la voyait se préciser, et cela a entraîné, je pense, une certaine presque affection du public français vis-à-vis de notre système nucléaire français. Je n'ai jamais à l'époque été mal à l'aise, je veux dire, j'essayais de sentir un peu le pouls de l'opinion, compte tenu de mes origines, et je n'ai jamais été mal à l'aise sur ce thème. Oui, alors ce que vous avez évoqué là depuis tout à l'heure nous permet de bien mesurer, si vous voulez, la chronologie très fine des prises de décision au sommet, hein, la place de Georges Pompidou, de son équipe, dans une histoire plus longue. Hein. En fait, on le voit bien de la filière nucléaire civile française depuis les années 50, on l'a vu. Et ce qu'on peut noter, à mon avis, en conclusion, et qui me paraît un point capital, c'est qu'en 1973, la crise énergétique qui s'abat hein, sur la France également, eh bien, la France n'est pas prise au dépourvu en fait. On a vraiment entre guillemets un programme qui est là, qui est prêt, qui va peut-être encore davantage se renforcer. Et qui va subir sa première massive accélération à l'occasion de ce conseil restreint de mars 1974 qu'on évoquait tout à l'heure, et qui va vraiment clairement montrer que le nucléaire va jouer un rôle extraordinairement important en matière d'approvisionnement énergétique de la France. Et ce qu'on va constater ensuite, c'est que tous les présidents chefs de l'État français, et tous les gouvernements vont aller de l'avant sur ce thème du nucléaire sans hésitation, et c'est ce qui nous permettra finalement de nous doter d'un outil nucléaire qui nous mettra à l'abri de tout problème politique international à mesure où il sera totalement sous contrôle français en matière dans les différents domaines qu'on a cités, et principalement dans l'enrichissement de l'uranium et dans la fabrication des centrales. Comme vous l'avez dit, donc le pari finalement fait en 70, 69, 70, 71 aura été gagné et sera prolongé par l'ensemble du système politique français jusqu'à aujourd'hui. Avec ce point unique de maîtriser effectivement l'ensemble de la filière. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Bien sûr, aux attaques contre le nucléaire près, récentes, notamment du monde écologique. Donc juste un mot, je crois que le programme nucléaire français tel qu'il va être réalisé de 1974 à 83 en 8 ans est quand même une exceptionnelle réussite industrielle. Une cinquantaine de tranches, aucun accident majeur, une indépendance énergétique. Je pense que parce qu'il a été préparé et mûri longuement, parce que tous les acteurs ont poussé dans le même sens, mais on parle beaucoup du TGV, d'Ariane, d'autres succès industriels français. Mais je crois qu'au-delà de l'énergie, de l'indépendance énergétique de la France, le programme nucléaire français, c'est une très grande réussite industrielle. Et les Américains, quand ils venaient en France, les Américains du nucléaire, disaient vous avez fait mieux que nous, vous l'avez fait mieux qu'à notre manière. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que c'est une très belle conclusion pour terminer cet entretien. Grâce à ce consensus politique, cette continuité, et en l'occurrence la place de Georges Pompidou, la France a pu développer une maîtrise technologique de premier plan qui je donne un dernier chiffre. Lorsque Pompidou a disparu, il y avait de l'ordre d'une quinzaine de centrales nucléaires en commande. En fabrication. Donc un rythme de commande qui n'a cessé de croître, je crois. Le rythme de commande était de 4 à 5 centrales par an. Oui, pendant tout le deuxième mandat le mandat de Georges Pompidou. Très bien. Bah, écoutez, on était vraiment ravis de vous accueillir ici pour ce deuxième entretien à l'Institut Georges Pompidou. Alors très prochainement, nous allons nous retrouver pour poursuivre ces échanges concernant la politique industrielle de Georges Pompidou. Nous évoquerons très prochainement le programme spatial
français. Voilà, merci beaucoup. Et Ariane Espace. Et Ariane Espace.